Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a deux programmes. Il y a Attends. Là, c'est mieux? Tu crois? T'as changé quoi? Oh, c'est mieux là. C'est mieux? C'est mieux? Ah, voilà, très bien, incroyable. Eh bien, Ah, je messieurs, m'entends, mon Dieu. veuillez nous excuser. Ah, mon Dieu. Eh bien, formidable, messieurs, formidable. Ça marche? Normalement, oui, là, on est très très bien. On s'excuse pour les chipotages. On tient à dire de façon fraternelle que c'est la faute de la régie. Bon. Eh bien, si tout le monde est prêt, on peut se lancer, messieurs. Est-ce que ça vous conviendrait? Moi, ça marche, je suis prêt. Eh bien, notre invité est prêt, c'est une excellente chose. La régie s'est un peu remise de ses inquiétudes. Est-ce qu'elle est prête? Ah. Ah oui, comme ça, toi. Toi, tu vas faire à manger. Bon, écoute, bon appétit. Très bien, très bien. Eh bien, formidable. Eh bien, très bien, très bien. Allons-y. 1, 2, 3. La première de la zone libre. On est parti. Un constat, un combat dans un monde où l'information chasse l'autre. Une prise de crise en crise, toujours ramenée dans le présent. Bienvenue dans la zone libre, où nous pourrons prendre un peu de hauteur. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, l'émission Vue d'ailleurs, loin des perspectives visuelles dans le subjectivisme régnant, nous invite à de nouveaux regards. Vue d'ailleurs, votre panorama sur le monde. Aujourd'hui, avec Noah et Maxence, nous recevons Joseph Chemali. Bonjour, bonjour messieurs. Et je cède immédiatement. Bonjour, 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 bonjour. bonjour. Et je cède immédiatement la parole à Maxence qui va faire la présentation, nous expliquer la perspective de notre invité. Maxandre, je te cède la parole. Eh bien, je la reçois avec gratitude. Le bonsoir à vous qui nous écoutez. Merci encore à Joseph de nous accompagner. Alors, je vais présenter, ou plutôt je vais accompagner la présentation, puisque ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que Joseph est un étudiant. Mais ça, ce n'est pas le point important. C'est un étudiant qui nous provient par des chemins divers et variés du Liban, et qui donc, en tant que tel, a une sensibilité toute particulière sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Et à ce titre-là, je vais donc demander à Joseph de bien vouloir nous raconter un peu quelles sont ses prises de lecture, un peu son passé dans les grandes lignes, pour comprendre un peu la lumière sur laquelle il va traiter le sujet de ce soir. Je t'en prie. Ok. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Ou bonsoir si on va être plus précis, mais bon, soit. Bah, comme je m'appelle Joseph Chemali, en arabe ça serait Joseph Chmele. Je suis né au Liban et j'ai vécu une bonne partie de ma vie dans les environs 12 ans. Enfin, jusqu'à présent, la moitié de ma vie, j'ai vécu au Liban, 12 ans. Euh, C'était assez intéressant. Heu, Par contre, durant les vacances, j'avais l'occasion, je venais de temps en temps en Pologne pour visiter la famille et un peu pour les vacances. Mais puis après, il y a environ, si je me trompe pas, 5 ans, j'ai fini je suis revenu à Varsovie. Je suis resté, j'ai fini mon lycée à Varsovie, mais plus précisément dans le lycée français. Heu et j'ai eu mes diplômes et me voilà, en train de faire un peu de tout et un peu de rien. Niveau culture, franchement, la langue, moi, actuellement, je parle, quelques langues. Pour moi, c'est un peu considéré en tant qu'une, mais les 3 langues que je maîtrise le mieux, c'est le français, l'arabe et l'arabe libanais, bien évidemment, car il y a divers, dialectes qui sont complètement différents, et l'anglais. Additionnellement, je parle, polonais. J'arrive à me débrouiller assez bien en espagnol, mais genre vite fait et encore moins, j'arrive à genre gérer 2-3 mots. Enfin, question si je suis dans une situation, je peux toujours régler la en quelques mots, genre dans différentes langues, genre un peu, heu actuellement, je suis en train d'apprendre allemand
Mais sinon, je connais deux, trois phrases en russe, deux, trois phrases en roumain, question de se D'accord. débrouiller dans Je, la vie quotidienne. Voilà. je vois. Donc, globalement, tu peux aller demander une bière n'importe où, ça se passera très bien. Si je résume. Exact, exactement, voilà. Ça, Parfait. oui, ça résume bien, ouais. Donc, des racines libanaises et une ouverture au monde, mais tout de même vraiment Enfin, le. Oui, désolé, juste petit détail, je dois oui, aussi soit je suis libanais, ça c'est on va pas se nier, mais j'ai aussi du sang polonais du côté de ma mère. Donc d'accord. je suis pas seulement ouvert au Moyen-Orient, mais je suis aussi ouvert à l'Europe de l'Est. Très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse ce soir, puisqu'effectivement, cela veut dire que tu n'as pas forcément une approche centrée sur l'Europe de l'Ouest, et donc à ce titre-là, tu auras un regard qui, nous l'espérons, édifiera nos spectateurs qui sont en direct ou en décalé. Donc, peux-tu, brièvement, nous faire le rappel un peu de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Brièvement, parce que je pense qu'il ne faudrait pas non plus trop lasser nos auditeurs, mais je t'en prie, Joseph. Oui, oui, genre donc pour vraiment résumer et dire les choses, car franchement le conflit, comme n'importe quel conflit, est hyper détaillé et compliqué. Mais si on veut donner une brève idée de l'histoire, franchement le conflit, enfin au moins dans mon opinion personnelle, on peut dire que le conflit israélo-palestinien se divise en 3 parties. La création, les conflits et les conflits actuels. En 1947, il y a eu les Nations Unies qui ont voté en faveur pour la création de l'État juif, dont l'État d'Israël, qui a été créé finalement le 14 mai 1948. Par contre, à ce moment-là, de 47 à 49, il y a eu la première guerre arabo-israélienne, ou en arabe aussi, enfin ce que les Palestiniens aussi appellent Nakba. Heu, c'était une guerre qui a essayé de résister à la création d'Israël, mais à l'époque, ça avait pas eu beaucoup de succès. C'était un peu compliqué, il y a eu des problèmes et tout, donc malheureusement, cette guerre, elle a abouti à la création d'Israël. Donc pour pre et ça, c'est la première partie du conflit israélo-palestinien. Après, selon mon opinion, la deuxième partie commence à partir de 56 jusqu'à 73. Il y a eu divers conflits, mais les conflits avaient un point commun, c'est que ils ont pas franchement changé grand-chose pour les Palestiniens ou pour les Israéliens. Limite, les Israéliens, ils avaient gagné un peu plus de crédibilité, ils ont eu plus de victoires politiques, mais franchement, les Palestiniens, ils avaient perdu le plus dans ces conflits, dont on peut prendre en considération la crise de Suez en 56. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours. Et il y a eu après 67 à 70, il y a eu la guerre d'usure et la guerre de Yom Kippour en 73. Et finalement, puis depuis 87 à 93, il y a eu le Intifada. Intifada en arabe, ça se traduit en révolte, la première révolte, qui a obligé Israël à reconnaître les territoires souverains de Palestine, pour être plus précis, la Cisjordanie et la bande de Gaza. En français, ça serait Gaza, mais bon, moi, on va dire, je suis natif libanais, donc ça me serait Oui. plus simple pour moi de dire Raza. Donc à peu près, Oui, il y mais a ça. on va éviter des jeux de mots douteux sur cette prononciation justement Non, c'est pas locale. une question c'est pas tellement une question de jeu de mots, Oui, c'est plutôt une prononciation grammaticale plus tout à correcte. fait. Enfin, Tout à fait. Non, je veux dire en ça me semble un français. peu plus Non, non, naturel. je parlais d'un jeu de mots potentiel en français qu'on voudrait Ah, éviter. OK, pas de problème. Il y a pas de OK, souci. pas de problème, désolé, OK. Parfait. Donc du Et coup, pour finir, il y oui, a eu en 2007 le blocus de la bande de Gaza après que Hamas ait pris le pouvoir. très bien. Donc Et ça à peu près c'est à peu près ça le résumé du C'est le grand conflit topo. israélo-palestinien. Et du coup, en synthèse de cette présentation, de ce fil chronologique pour lequel nous te remercions, l'idée c'est vraiment de dire, ça n'a jamais été réellement pacifié, ça n'a jamais été en paix depuis la création de cet État-là. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, est dans la droite ligne de ce qui se passe depuis plus d'un demi-siècle.
À peu près, oui, oui, oui. Très bien. Eh bien, bon, eh bien, avec ceci, ça me permet quand même de clore le contexte historique, après le contexte social, et avec ton, je pense que nous pouvons maintenant passer à une partie qui se rapproche des choses qu'il est difficile de percevoir depuis la France, qui est de savoir, du point de vue du Liban, quels sont les impacts du conflit à aujourd'hui? Quels sont les impacts pour vous autres au Liban? Donc l'impact, le point de vue de la société, de la population libanaise et Eh bien, commençons par des ça. GAFI. Ok, Commençons par ça, ok, bah ça, comment les Libanais ça me semble plus simple. le voient-ils? La population libanaise, par rapport au conflit israélo-palestinien, on va pas rentrer tellement dans les détails, enfin je préfère pas tellement rentrer dans les détails sur les conflits récents car c'est un peu plus trop précis, donc je vais juste donner une idée plus générale. Donc en gros, au Liban, la situation politique, elle est divisée en 2. Il y a d'un côté Tmene Azar et de l'autre côté, il y a Arbatash Azar. Tmene Azar, ça se traduit en le 8 mars. Le 8 mars a été une coalition politique de partis politiques qui sont, genre, leur idéologie peuvent se résumer en collaboration avec, d'autres avec pays voisins avant, le support national à peu près. Donc, en gros, c'est plus, on donne en priorité d'aider nos voisins avant de nous aider à nous. Heu, des partis, notables, qui pourraient être, heu, qui font membres de cette coalition seraient le Hezb Allah, ce qui se traduit en français, par le Parti de Dieu. Tayar al-Watan al-Hur, ce qui serait le mouvement nationaliste libre. Puis après, il y a les Maradas, ceux qui sont aussi un parti, similaire au Tayar al-Watan al-Hur, dont le mouvement, nationaliste libre, un peu similaire, mais qui surtout est situé au nord du Liban et il y a aussi genre d'autres partis politiques comme les Tachnak et autres et il y a par exemple, le Parti socialiste, syrien et plusieurs. Heu et en général, cette coalition, techniquement, peuvent être considérées de gauche, ça dépend de la définition de la gauche, mais cette coalition, plus précisément, elle aura la tendance de défendre Hamas, de défendre, la Palestine contre Israël, de traiter toute personne qui les critique en espions zionistes pro-américains. Enfin, c'est en même genre, c'est tellement le cas qu'au Liban, c'est même une blague qu'on sort, genre limite. À chaque fois qu'on fait une caricature d'eux, la majorité des arguments qu'ils sortent, c'est que ouais, zionistes américains et tout ça. Mais la majorité du temps, donc ça, c'est la première population, la première partie de la population libanaise qui est un peu représentée par cette coalition. Faut prendre en considération que cette coalition, elle a perdu de pouvoir, depuis les élections, parlementaires, récentes il y a, 1 an ou 2 si je me trompe pas. Je suis pas sûr des informations, mais il faudrait, rechecker. Ça, c'est de un. Par contre, de l'autre côté, il y a, Arbatash Azar, ce qui est 14 mars. 14 mars, c'était une, révolution, la date d'une révolution du 7 si je me trompe pas, qui a créé la coalition, de plusieurs différents partis. Par contre, ces partis-là, durant la guerre civile au Liban de 75 à 91, ils étaient nommés Jabha al-Lebnaniye, ce qui se traduit au Front libanais. Et leur idéologie majoritairement se résume en nationalisme, priorité à la patrie, non, chrétienté et genre des idées de droite en gros. Et par contre, de leur côté, eux, ils détestent, ils supportent pas la Palestine, mais ils détestent aussi les Israéliens. Donc, ils détestent les Palestiniens et les Israéliens. Donc au Liban, pour résumer les choses, du côté gauche, il y a, ceux qui supportent Hamas et les Palestiniens et du côté droite, il y a ceux qui détestent les 2. Mmh, d'accord. Mais donc si je reprends un peu le fil, il y a donc 2 tendances, on va dire plutôt
politiques, comme tu dis, qui du coup sont Mhm. vraiment clivantes en disant d'un côté on va s'intéresser à ce qui se passe au dehors et puis on s'occupera du Liban un peu plus tard, et l'autre qui dit non non on va d'abord s'occuper du Liban et après bon on verra pour les autres. Ça, avec ça tu nous as décrit le Exactement. paysage politique et si Non, soit ça c'est vrai que, mais en fait, il faut prendre en considération une chose, c'est que en fait au Liban, c'est la population libanaise n'est pas une population comme la population de la France, car malheureusement, il y a plusieurs familles et genre littéralement chaque ethnie est représentée par leur propre parti politique. Donc littéralement, la population est divisée en 2. Donc en fait, la politique représente un peu le peuple au Liban, malheureusement. d'accord, oui effectivement, donc ça c'est une subtilité effectivement puisque euh, à- en France effectivement, alors il y a encore des cas où on peut discuter, mais en général, on ne vote pas selon de qui on est né, effectivement. On peut voter par rapport à Oui, à ouais, peu près, voilà, alors qu'au oui. Liban, ça se défend. D'accord. Alors maintenant, j'aurais une autre question pour poursuivre un peu sur les impacts perçus ou vécus côté libanais. J'imagine, et à toi de me dire si je suis dans le vrai, qu'avec ce qui se passe côté Israël et Palestine, il a dû y avoir des flux de réfugiés palestiniens qui ont dû se diriger soit au sud en Égypte, en passant par le Sinaï, soit au nord et s'installer au Liban. Euh, Juste petit détail, tu as oublié aussi la Jordanie, En effet, tu as raison. Et vers l'est. oui. Et donc côté Liban, comment ça s'est passé cette alors je sais pas, est-ce que vous avez accueilli, vous avez intégré, est-ce que vous avez laissé au contraire proche de la frontière comment ça se passe? Donc, en gros, la question, pour que je comprends bien, c'est comment la migration palestinienne nous a impacté, c'est ça? Oui, en supposant qu'il y en ait eu une, et tu me confirmes qu'il y en a bien eu une. Alors, il y a eu une flux de migration. Enfin, après la création de la Palestine, il faut prendre en considération que le Liban est un pays un peu plus vieux que l'Israël même et la Palestine, car elle a été créée en 1945, même durant la Deuxième Guerre mondiale, avant que la Deuxième Guerre mondiale se finisse en fait. Et donc on a eu un peu de temps pour s'établir et à ce moment-là, le Liban était majoritairement d'ethnie maronite chrétienne. Faut prendre une chose en considération, petit détail, c'est qu'au Liban, il y a le concept d'ethnie-religion, ce qui veut dire que chaque ethnie ont leur propre religion. Donc, un exemple, techniquement, les Juifs pourraient être considérés leur propre ethnie-religion, mais après, ça dépend des différents branches du judaïsme. Mais dans le cas libanais, il y a les Druzes, qui sont genre leur propre religion à part, un peu inspirée du judaïsme et un peu du bouddhisme et un peu d'islam. Mais sinon après il y a des branches de christianisme comme, les chrétiens maronites et il y a aussi des petites ethnies de Grecs et d'Arméniens surtout. Donc en prenant ça en considération, revenons sur ce que j'avais commencé, en 45, avant 48, avant la création d'Israël en gros, le Liban, il était en priori majoritairement genre dans les 80, environ 80, heu, majoritairement chrétiens. 80 de la population était, des chrétiens, libanais maronites. Puis la création d'Israël a été créée et donc il y a eu une grande flux de migration palestinienne au Liban. Cela a causé la destruction de l'équilibre démographique qu'il y avait à l'époque, car de base au Liban, notre constitution elle a été créée comme quoi le président devait être chrétien et euh, le premier ministre devait être sunni, le président du parlement devait être chiite, et si je me trompe pas, 10% des places au parlement devaient toujours être par des Russes. Et, ce gouvernement-là a été créé pour l'équilibre de l'époque. Mais après qu'il y a eu la migration palestinienne au Liban, ça a tout détruit. Les chrétiens libanais à l'époque sont tombés à
40% de la population quand avant ils étaient à 80% de la population. Et enfin, ça peut se comprendre pourquoi à ce moment-là les chrétiens ils ont commencé à eu un peu peur de disparaître et de se défendre. Le problème par contre avec les Palestiniens, c'est que au début on les avait accueillis. Mais les Palestiniens, à un moment, et même à un moment, on les avait même donné des armes. Mais les Palestiniens, à un moment, ils ont eu l'idée, c'est que au lieu de repartir en Israël pour se combattre, ce qu'à un moment ils avaient fait, ils ont décidé comme quoi, on allait faire le Liban un échange, un pays d'échange pour la Palestine. Donc ils allaient laisser tomber la région, palestinienne pour, créer le Liban un pays d'échange. Et c'était en 75 que les chrétiens maronites, avec leur chef Bachir Gemayel, qu'ils ont décidé non, on n'allait pas faire. Et en conclusion de la question posée, la migration palestinienne avait causé la guerre civile au Liban. C'est d'accord. C'est comme ça. OK, donc si je reprends un peu pour bien reformuler, bon, Mhm, il y a un état initial, le Liban se consolide. Quelques années plus tard, Israël est créé et ça engendre un mouvement de population de Palestiniens qui remonte et ceux-là, vous les accueillez, éventuellement, ils sont également armés et au final, ils s'installent chez vous. je Ils pourrais disent: «Non, non, même non, on est ajouter bien chez vous». Je pourrais même ajouter l'aspect comme quoi, car c'était aussi vrai, à un moment, ils avaient tenté de faire, car à un moment au Liban, vers 48-50, il y a eu une révolution de mouvements gauchistes. Il y avait eu un parti socialiste qui a été créé, mais le problème, c'est que les chrétiens n'avaient pas accepté à ce moment-là, car ils allaient perdre d'importance. Donc, car il y avait le processus de créer un pays socialiste au Liban et tout. Mais le problème, c'est que, même les Palestiniens faisaient partie, en fait. Ils ont, tenté d'y participer légalement, mais, les chrétiens, ils ont résisté. Et donc voilà. Juste, je voulais ajouter ce détail-là que ils ont pas pris les armes directes. À un moment, ils avaient tenté de changer les choses légalement. Ils ont pas réussi. Donc, à la dernière chose, ils ont tenté. Il y avait même Yasser Arafat euh, qui, qui en réalité n'est pas la meilleure personne du monde, car bon, il avait aussi commis quelques crimes de guerre, pourtant qu'il a eu le Oui. prix Nobel. Alors bon, après Il faut prendre aussi en considération que les oui. Palestiniens, ils avaient aussi causé une crise en Jordanie. D'accord, donc si je reprends globalement, enfin merci encore cet éclairage-là qui, encore une fois, nous d'ici on ne sait pas, c'est pas très bien, mais c'est globalement, il y a eu effectivement un déplacement, ce déplacement a eu des conséquences profondes sur les États environnants, et donc encore aujourd'hui, bon, ça a des impacts. Bon, je pense qu'on a du coup une idée assez précise des impacts du conflit dans la région. Et maintenant, je pense que nous allons peut-être passer au point d'orgue de cette présentation-là. Mhm. Et peut-être que je vais laisser du coup David guider sur la couverture médiatique. David, je t'en prie. Merci Maxandre pour cette première partie très intéressante. Merci à Joseph. Nous avons pu Pas de problème, situer, pas de problème. situer votre perspective. Et ce qui était très intéressant, ce qui en sortait, et ce qu'on va pouvoir décortiquer ici, c'est qu'on part tout de suite sur le discours politique et on voit que effectivement, ce débat enflamme les passions. Peut-être tu pourrais, donc ce sera le cœur ici de cette conversation, nous décrire, toi qui suis et tu fais une grande veille sur la presse du Moyen-Orient sur le conflit, ce qui est très intéressant et ce qui était un des éléments qui nous a poussé à t'inviter. C'est Mhm. peut-être d'abord nous décrire Merci peut-être beaucoup. les différentes chaînes libanaises et les populations, les ethnies qu'elles peuvent représenter, car c'est une division que tu as bien soulignée au sein de la Mhm. population libanaise. Peut-être commencer par nous décrire, pardon, les différents médias et qui les regarde, s'il te plaît. Avec plaisir. Donc, comme je l'ai précisé, au Liban, chaque ethnie ont leur propre religion et dont ils ont à peu près leur propre culture, mais ils sont tous libanais au final. Donc, on va pas oublier ce fait-là. On est tous libanais au final, qu'on le veuille ou non. Même si certains chrétiens disent qu'ils sont plus phéniciens qu'ils sont arabes, et même si certains musulmans disent qu'ils sont plus musulmans que phéniciens, mais plus arabes que phéniciens, mais bref.
Au Liban, il y a enfin plusieurs chaînes de télé, mais les chaînes de télé, ce qui va sur lequel on va se concentrer à peu près le plus actuellement, serait Al-Manar, ce qui se traduit littéralement à «la lumière», et j'imagine pas s'ils ont choisi ce nom, c'était pour une référence pour les lumières, mais bon, en arabe, ça sonne bien, bref. Al-Manar, c'est la chaîne de télévision officielle pour, le Hezbollah. Franchement, i genre, ça représente à peu près, tout ce qui est anti-Israël, pro-Palestine, défense et tout. Enfin, ça se résume à peu près dans leur émission et tout ça, leur, façon de dire les nouvelles. Enfin, en tant qu'opinion personnelle, franchement, j'avais fait un peu de CAV au lycée français, donc j'apprécie l'effort fait quand il y a un tournage, et franchement, c'est un peu monotone. Je trouve que la façon comment ils donnent les nouvelles et tout ça, et ils essayent en même temps d'être épiques, mais ça marche pas tellement en même temps. Mais bref. Donc Al-Manar, ça, comme j'ai dit, le point de vue de Hezbollah à 100. Bien évidemment, chaque personne qui les critique, ils vont les traiter de espions israélo-zionistes, démons, satanistes, américains, enfin toutes choses qu'ils aiment pas, bah, voilà, et ça, c'est de un. Sinon, je pourrais donner aussi une petite comparaison. Al-Manar est vraiment similaire à El Aqsa TV ou Palestinian Media Watch, ce qui sont les télévisions qui représentent le point de vue un peu de Hamas, ou enfin, qui sympathisent un peu. Surtout Al-Aqsa TV, c'est voilà, vraiment le cas. Mais il faut prendre aussi en considération que Al-Manar, c'est pas seulement une chaîne de nouvelles, mais c'est une chaîne de télé. Donc c'est pas seulement il donne des informations, il donne les nouvelles, mais aussi il montre, enfin, des divertissements un peu comme, en France, ça serait, TFN, si je me trompe pas. Je sais pas franchement c'est quoi l'équivalent français, mais voilà, mais ils donnent un peu de tout franchement. Donc ça, c'est le côté de Hezbollah. Puis après, du côté, chrétien, franchement, il y en a diverses. Il y a mais les 2 principaux de base sont, MTV, et LBC. Ça franchement, mais LBC, elle est plutôt enfin, elle est plutôt pour tout le monde, car ils essayent d'être un peu plus neutres que précis. Mais quand même, il y a plutôt une majorité chrétienne qui les regarde, et franchement, comme je l'ai dit au début de l'émission, les points de vue se résument en mode: «On n'aime pas tellement les Palestiniens, il y a certains enfants qui meurent, c'est pas bien, on va les aider, mais on n'aime pas les Israéliens, on n'aime pas les Palestiniens». C'est à peu près Je ça, peux se poser une résume en question ça, très brève? et le Hezbollah est en train de nous provoquer et nous mettre en guerre et tout. Oui. Tu as parlé de deux chaînes de télévision, donc MTV et une deuxième chaîne. Est-ce que LBC. LBC, C'est à peu près les mêmes, c'est les mêmes, c'est à peu près le même narratif est-ce qu'ils que, disent donc, actuellement, maintenant. donc tu associerais les télévisions dites chrétiennes, donc maronites, plutôt à l'Occident. Alors, c'est des populations qui regardent vers l'Ouest? Alors, je dirais plutôt que c'est une télévision qui donne pas à l'Occident, mais libanais. Très bien, ben, merci, tu peux continuer dans ce cas, Enfin, merci. c'est vrai, enfin, le truc, c'est que le Liban, c'est vraiment spécifique, et c'est pas, enfin, en tant que Libanais, je peux l'assumer. On a certains complexes vite fait, et franchement, c'est vraiment, on se concentre que sur le Liban. Les Occidents, franchement, enfin, dans les Non, nouvelles, au moins, c'est le ce que, dernier non, de nos soucis. ce que j'entendais, c'est que MTV est une chaîne américaine et que donc la Ah propagande non, 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 occidentale. MTV, ça n'a rien à voir avec le truc américain. Non, 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 ça, Ah, c'est 2 pardon, choses excusez-moi. différentes. Ah bah Ouais, c'est ouais, bien de non, MTV préciser. américain, ça, c'est les danses et tout. Non, MTV Ah. c'est MTV Liban, en fait, ça s'appelle. Mais Mais c'est un autre truc. c'est pas C'est un détenu autre truc par une différent. entreprise américaine?
Non, si je me trompe pas, MTV Libanon, c'est détenu par, en fait, des orthodoxes, Ah bah très apparemment. bien. Bah, autant Mais pour non, moi. non, 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 les médias libanais sont détenus par des Libanais. Par Ah oui, d'accord. contre, les médias libanais qui seraient détenus par quelqu'un d'autre, il y a par exemple El Jadid, ce qui se traduit par le nouveau, news, new. Voilà, franchement, en arabe, ça sonne mieux. Donc, quand je traduis, c'est bizarre un peu, mais à peu près, il y a Al Jadid. Ça, c'est, si je me trompe pas, apparemment contrôlé par une compagnie américaine. Al Manar, de base, c'est contrôlé par Hezbollah, mais Hezbollah, c'est contrôlé par Iran, enfin, non, qui est contrôlé par la Syrie, qui est contrôlé par Iran et vice versa. Voilà. MTV, non, LBC, dans le cas actuellement, si je me trompe pas, elle était rachetée par le parti politique des forces libanaises au Liban. Si je me trompe pas, par contre, je dois rechecker mes informations, je suis pas sûr, mais la dernière fois que j'avais entendu parler, ça a été nationalisé par un parti politique un peu nationaliste. MTV, ils étaient toujours pro, enfin, chrétiens maronites, voilà, ou juste nationalistes libanais. Par contre, il y a aussi les sunnis, les musulmans sunnites qui sont de la majoritairement qui vont toujours, par contre, eux, c'est un peu différent car ils n'aiment pas Hezbollah, mais en même temps, ils supportent un tout petit peu les Palestiniens plus que Hezbollah, donc ils sont plutôt à l'aide humanitaire et en diplomatie. Et par contre, les sunnis, ils ont leur propre chaîne de télé aussi. Ils ont par exemple Future TV, المستقبل, voilà. Et sinon, il y a aussi OTV, mais ça, c'est le parti des, enfin, c'est littéralement la télévision du parti Mouvement Nationaliste Libre. D'ailleurs, Watan Très El bien. Hor. Mais genre, franchement, plus personne n'est, enfin, ils sont pas tellement pris au sérieux. Très bien. Dans ce cas-là, tu nous as redressé le tableau des différents positionnements médiatiques. En tout cas, des différents médias existants plutôt, Par pardon. contre, Ah, un instant. Dans ce mhm. cas-là, est-ce qu'on Par pourrait... contre, juste au Liban, juste, si je peux me permettre, je voulais juste ajouter un petit détail aussi, car soit au Liban, on a nos propres télés, mais il y a aussi d'autres chaînes d'information qui sont aussi vraiment populaires. Il y a par exemple le point de vue français, moyen-orientain, qui serait représenté par L'Orient le Jour. Puis après, il y a aussi, enfin, alors, Et personnellement, car moi j'ai la ce monsieur s'exprime sur YouTube. Quels sont les canaux sur les réseaux sociaux? Quels seraient les réseaux sur lesquels s'exprime ce monsieur? comment? Le monsieur qui représente les points de vue français, sur quel canal est-ce qu'il s'exprime? Ah non, non, c'est un journal en fait. Ah, autant pour moi, excusez-moi. Ah, Lorient le jour, hein, oui, pardon, Ouais, c'est excusez-moi. bah L'Orient le Jour, voilà. Mais sinon après il y a encore, Russia Today, mais la version arabe, enfin faut prendre en considération car, OK, soit Russia Today avec la situation en Ukraine, ils ont toute une, réputation et tout, mais franchement, quand il s'agit des nouvelles, moyen-orientaux, ils ont la tendance de tout dire en fait. Enfin j'imagine ça a aussi l'effet de causer de foutre le bordel un peu, mais voilà, voilà. Il y a Russia Today et sinon il y a encore Al Jazeera qui est par contre ça c'est contrôlé par les Saoudis. Donc franchement, il y a Al Manar qui représente un peu, enfin si on veut être un peu, pas local, mais on veut être un peu international, dans ce cas-là, il y a Al Manar qui représente, les politiques, de l'Iran. Sinon, il y a encore, Al Jazeera qui représente la politique, si je ne me trompe pas, de l'Arabie Saoudite, et il y a encore L'Orient le Jour qui représente, l'Europe de l'Ouest en gros. Bien intéressant, très, très, très Donc à peu intéressant. près voilà, ces questions médiatiques, c'est ça. Et là, tu nous as tapissé le spectre. Euh, dans ces perspectives, tu soulignes donc que chaque communauté se rattache à ses propres médias. Et est-ce qu'il y a des Bien zones un évidemment, ils peu sont ouverts grises? à tout, mais enfin, bien évidemment, ils sont ouverts à tous, mais quand même, enfin, il y a aussi une question de préférence, voilà. Et il y a aussi une question que, bon, la population aura la tendance d'écouter des avis qui lui plaisent que d'autres.
Oui, nous sommes tous victimes de biais de confirmation, évidemment. Et toi qui vis en Occident, quelles sont pour toi les différences les plus notables entre l'expression des médias moyen-orientaux et la presse occidentale, au-delà évidemment peut-être d'un alignement otanien? Genre, selon moi, quelle est la différence entre les médias Comment est-ce que européens et... toi qui consommes des deux, tu vis dans les deux mondes, qu'est-ce qui te marque Mhm. le plus dans les différences de discours entre les deux? Enfin, bon, si je veux être précis, il y a l'aspect de langue, franchement, qui est bon, l'arabe est un peu plus poétique pour moi, franchement, et c'est pour moi, au moins, c'est plus intéressant à regarder que les Européens. Par contre, ce que j'ai remarqué, heu, c'est que les Européens, j'ai l'impression, il y a beaucoup de, heu messages. J'ai l'impression des fois que j'arrive à tomber sur certains messages subliminales, comparés aux moyen-orientaux qui auront la tendance de dire les choses comme ils le sont. Enfin, comment les dire? Les médias moyen-orientaux auront la tendance d'aller direct quand les médias européens vont aller à gauche, à droite pour arriver au but. Enfin, c'est surtout ce que j'ai remarqué. Après, enfin, dans le cas libanais, comparé à ce que bon, les cartes qui montrent un peu les régions du monde et tout ça et les avis populaires, franchement, au Liban, il y a de liberté d'expression, franchement. C'est juste que bon, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui plaît pas à quelqu'un d'autre, c'est pas le gouvernement qui va le censurer, c'est juste que, le parti politique opposé qui a été victime du criticisme va peut-être aller, démonter le gars qui a fait la critique s'il n'est pas défendu par, un autre parti politique, donc c'est plutôt ça. Donc au Liban, il y a la liberté d'expression, il y a le risque de se faire tabasser, mais si tu es protégé, pas de problème. C'est une conception beaucoup plus physique de la démocratie. Oui. Mais franchement, enfin, mais au moins au Liban, il y a la possibilité de dire, ce qu'on veut. En Pologne, en France, même en Angleterre, même aux États-Unis, même en Russie, il y a pas la possibilité, même pas. C'est Genre une au Liban, conception. littéralement, il y a la possibilité de dire ce qu'on veut. Bon, bien évidemment, il y avait des gens qui vont juger, il y aura limite deux trois personnes qui vont balancer deux trois trucs sur, la personne, quelconque bien précise, mais voilà, sinon, heu la possibilité de dire quelque chose sans se faire canceller existe au Liban. Ce concept n'existe pas en Europe, ce qui m'a surtout choqué actuellement. Oui, absolument, absolument. Dans ce cadre de presse plus libre, mais un peu plus viril, est-ce que finalement les événements actuels et leur reprise par la presse ont eu un impact sur les scissions éventuelles entre les différents groupes qui composent le Liban, selon toi? Tu pouvez-vous être plus précis? Très précisément, le récent conflit en Palestine, Mmh. Donc, est Hamas contre Israël. absolument. Donc je pense que les événements ont eu lieu il y a 2 OK. semaines ou 3 semaines, et leur reprise dans les médias, est-ce que ça a un impact négatif ou positif sur la proximité ou la distance entre les différents groupes qui composent le Liban? Est-ce que c'est quelque chose qui a impacté Genre c'est une la que société libanaise? Est-ce que ça impacte la société ah, libanaise, ces événements-là? Et est-ce que ça augmente les tensions, baisse les tensions? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur la société libanaise? OK. Alors, actuellement, malheureusement, à cause de Hezbollah surtout, oui, la société libanaise, elle est impactée. Par contre, le point de vue ne change surtout pas. La seule différence, c'est que, comme je viens de le dire, la division des 2 coalitions, celle contrôlée par Hezbollah, veulent rentrer en guerre et sont persuadés qu'ils vont même gagner s'ils rentrent en guerre et tout ça. Et sinon, il y a de l'autre côté qui veut ni aider, enfin, ni supporter politiquement, au moins parlant, les Palestiniens ni les Israéliens, et veut être indépendant. Ceux qui sont, j'imagine, enfin, le Front national libanais et enfin, le Front libanais plutôt, bon, si on veut traduire littéralement les mots en arabe. Mais, actuellement, Israël avait bombardé, enfin, franchement, je ne sais pas dans le média occidental si ça a été annoncé, mais je le dis quand même.
actuellement, Israël avait bombardé quelques villes au Liban, au sud du Liban au moins. Ils ont aussi, détruit quelques bases militaires et ils ont bon, les bases militaires peut être appartenues à Hezbollah, ça c'est pas un problème, ça a une compréhension, ça va, c'est pas un problème. Enfin, ça c'est logique. Mais malheureusement, l'armée libanaise qui, techniquement n'a pas de conflit avec, l'armée israélienne a été victime de tirs, par l'armée israélienne et tout ça. Donc franchement et actuellement, les politiciens au moins au pouvoir car faut que je rappelle, une chose, c'est qu'au Liban, c'est les ministres qui votent le président, pas le peuple, comme un peu la si je me trompe pas, la Troisième République en France, à l'époque de la Troisième République et à cause de ça, on n'a pas de président actuel car, bon, la coalition de gauche, ne veut pas venir, au pouvoir, ne veut pas participer aux assemblées pour, élire un président et à cause de ça, les, on est en manque de président et le gouvernement n'est pas complet et c'est un peu dur de faire certaines décisions. Et donc, ce qui, mais les seuls ministres qui sont toujours au pouvoir, ils sont à peu près en train d'essayer de calmer la situation entre la Palestine heu et l'Israël et additionnellement aussi, ils sont en train d'essayer de préparer, la population, les infrastructures, les organisations qui aident la population comme la Croix-Rouge ou autres. Ils sont en train de préparer déjà pour, aider la population en cas de guerre, même si, par exemple, si je me trompe pas, il y avait la Croix-Rouge libanaise qui avait annoncé elle n'était pas prête pour, pour aider la population en événement de guerre. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Mais franchement, enfin, ouais, mais bon, voilà, moi, franchement, je vous pose la question, est-ce que étiez-vous au courant qu'apparemment les Israéliens, ils ont bombardé, quelques villes, au sud du Liban avec des bombes à base de phosphore? Absolument pas. Effectivement, ça invite à la réflexion. Malheureusement, nous sommes évidemment en temps de guerre, et dans la guerre, la première morte est Enfin, évidemment la vérité. On attendra un ça peu, c'est vrai, on malheureusement, oui. attendra un peu. Si c'est vrai, c'est dramatique et nous condamnons, même si la démarche elle-même est évidemment un peu désuète. En tout cas, effectivement, ça change la perspective, et particulièrement, ça change la perspective libanaise, effectivement, sur le conflit. Ouais, à peu près, voilà, mais ouais. Si vous voulez vous développer sur ce point, parce qu'effectivement, j'imagine que c'est un point à considérer. Enfin, ça dépend, et c'est quoi le point plus précis? Juste, Non, mais désolé, je suis si un peu vous, perdu dans mes propres, si, pensées mentales, désolé. si vous vouliez développer sur cette potentielle attaque, et comment elle avait été reçue au Liban, notamment. Enfin, franchement, par rapport à cette nouvelle, au Liban, j'ai oublié de le préciser, mais il y a une nouvelle chaîne d'information plutôt, c'est pas une nouvelle, mais c'est une chaîne d'information qui informe, les Libanais H24 qui s'appelle le 961 News. 961, c'est le numéro de téléphone, pour appeler le Liban. Petite information, petite parenthèse. Bref, ils annoncent H24 des informations de la situation actuelle au Liban, que ce soit les décisions politiques, que ce soit les situations sociales et que ce soit les conflits actuellement avec l'Israël et Hezbollah. Donc limite franchement j'ai pas accès actuel, j'ai pas accès direct maintenant sur le site, mais la dernière fois que j'avais checké, il y avait quelques informations, il y avait même apparemment l'armée israélienne qui avait pensé d'intervenir, au Liban. Enfin ils ont tenté de faire de l'espionnage à base de Tinder, apparemment, car, ils ont vu qu'il y avait certains profils israéliens sur Tinder, au sud, aux régions sud Liban, non, pour être plus précis, aux régions, sud de Beyrouth, heu, cette région-là en bas et donc il y a eu cette information qui a été balancée. Sinon, il y avait aussi eu l'annonce comme quoi l'Israël avait bombardé certaines, régions à base de phosphore, ce que comme je l'ai enfin, apparemment qui est interdit par, une convention, enfin, truc de guerre, voilà, et
Voilà. Par contre, de mon opinion personnelle, je voulais juste ajouter cette information. Soit le Liban actuellement est en train de souffrir par rapport à la situation et tout, qu'on le veuille ou non, mais c'est une chose atroce. Enfin, franchement, personne devrait mourir pour des buts politiques qu'ils comprennent même pas, que ça soit israélien, palestinien ou même libanais. Mais franchement, dans mon opinion et selon ce que j'ai vu, je trouve pas qu'Israël attaquerait le Liban comme la Russie a intervenu en Ukraine, car franchement, Heu, j'imagine que comparé à la Palestine, il y aurait plus de pays qui défendra le Liban, surtout que le Liban est membre, des Nations unies. Ce qui veut dire que, si je me trompe pas selon la loi, déclarer, faire la guerre, est interdit, en fait. Donc limite, si la situation va escaler, limite les Israéliens, ça sera littéralement peut-être une situation comme la crise de Cuba à peu près, genre limite les Israéliens feront un blocus vite fait, mais bon, il y aura peut-être les Turcs qui nous aidera du nord, la Jordanie et la Syrie, à partir du sud et de l'est. Donc, franchement, voilà. Mais grâce aux lois internationales, je trouve pas que l'Israël va intervenir militairement, au moins au Liban. Par contre, ça me surprend, ça ne sera, ça va pas me surprendre s'ils interviennent en Palestine, car la dernière fois que j'ai checké, la Palestine est membre observateur des Nations Unies et non membre. Enfin, c'est un observeur, un peu comme la Pologne est pour la francophonie. Très bien, très bien. Bah, nous avons un tableau absolument complet. Nous avons eu l'immense chance d'avoir un point de vue vu d'ailleurs sur le conflit. Et nous allons passer, parce que nous donnons beaucoup de place et nous remercions grandement tous nos spectateurs qui ont soutenu le projet. C'est la première émission. On vous remercie grandement. Sans vous, nous n'existons pas. Et donc, nous vous remercions. Et pour vous remercier, donc, j'aime ce mot, nous allons passer aux questions du public. Et la première question, je la cède très volontiers à mon cher ami Maxandre. Que de générosité. En tout cas, merci encore d'être attentif jusque-là avec nous. Et merci à notre ami d'avoir assuré jusque-là, puisque effectivement, c'est quand le général de Gaulle écrivait qu'il allait vers l'Orient compliqué avec des idées simples, oui, ben c'est. Alors je ne sais pas si nous avons des idées simples, mais ça reste très compliqué, selon toute évidence. Et donc, Ouais. allons-y. Première question de Fennecan, idée fixe. Quelles sont les grandes différences que tu as pu remarquer entre les perspectives des médias occidentaux et orientaux? Bah, si je me trompe pas, j'avais déjà répondu à cette question, mais je vais répondre, pas de problème. Franchement, la plus grande différence que j'ai remarquée, c'est comment, enfin, au Moyen-Orient, ils ont la tendance de dire les informations en une façon plus directe, enfin, au Non, moins au mais Liban. Car au-delà de la forme, le récit ne doit pas être le même. Je veux dire, honnêtement, entre Enfin, je parle CNN, plutôt du récit. Enfin, franchement, je parle du récit comme quoi, par exemple au Liban, Manar, même un petit, enfin à peu près tout ce qui est libanais. Par contre, je veux me concentrer sur les médias libanais, car franchement, les médias égyptiens, par exemple, jordaniens, sont contrôlés par le gouvernement. Même le média turc, franchement. Et donc en gros, je préfère pas prendre ça en considération car de 1, je ne suis pas familier avec, ce média. Par contre, et je sais qu'ils sont un peu autoritaires, on va pas se mentir. Par contre, dans le cas libanais, ils sont plus directs, ils ont la tendance de dire les choses comme ils le sont, selon les points de vue bien évidemment. Par contre, enfin je sais pas, à l'Occident, c'est plutôt quelque chose, comment le dire? Enfin, il y a trop de messages subliminaux, c'est enfin c'est pas très clair des fois. C'est pas très clair. Il y a la clarté, des informations des fois. la deuxième question sera de Red le Rouge, qui aime la répétition, 54. Comment les Juifs, enfin, si vous le savez, au Liban ou en Iran vivent la situation? Je ne sais pas si vous avez des informations sur ce point.
Alors en Iran, j'ai aucune idée. Par contre, enfin, j'imagine qu'il y a 2-3 tribus car, franchement l'Iran, en tant qu'État-nation, elle est constituée de différentes tribus, surtout constituées dans les montagnes. Probablement, il y a des petites, populations, juifs, dans les montagnes iraniennes, franchement, j'imagine même pas qu'ils sont au courant de qu'est-ce qui se passe et même s'ils sont au courant de qu'est-ce qui se passe, c'est juste pris. Mais franchement, dans le cas libanais, heu il y a si je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas mentionné la population juive au Liban et c'est pas à cause de haine ou à cause de raisons XY, c'est juste car, il y en a pas au Liban. Il y a juste une mosquée, qui est au centre de Beyrouth, mais elle est H24 occupée par, les troupes de Hezbollah. Mais sinon, enfin limite il y a juste 5 genre 2, 3, 5 familles, juives, quelque part dans les montagnes. Mais sinon, il y a genre une population juive, il y en a pas au Liban. En 48, genre, ils ont dit au revoir et ils sont tous partis en Israël. Si simple que ça. Genre vraiment, il y a pas. Maxence, tu prends la question suivante, s'il te plaît? Ouais, ben, alors bon, effectivement, il y en a pas donc, alors, il y a une question qui est oh, qui est que, auto-centrée, mais y a-t-il une audience au Liban pour la chaîne TV5 Monde? Mmh. Ou toute autre chaîne d'ailleurs, française internationale? Est-ce que c'est TV5, Monde, oui, oui, enfin, il y a une petite audience pour ça. Enfin, les chaînes, enfin, franchement, l'influence des médias français au Liban était assez, enfin notable, enfin sur remarquable, je dirais même, enfin même moi j'avais grandi avec, des médias avec du média français, dont TV5 par exemple, je me rappelais chaque week-end, samedi et dimanche, si je me trompe pas, de 9h jusqu'à 12h, il y avait, des épisodes de séries, pour, dessins animés pour enfants et c'était pur français. Donc franchement, j'ai grandi en regardant, sur TV5, Lucky Luke, les Dalton, à peu près voilà, Tintin même, donc franchement je suis assez familier avec la culture française et franchement je ne suis pas le seul non plus. Pas mal de mes collègues, dans mon lycée à l'époque quand je vivais au Liban, avaient grandi avec, les mêmes choses que moi et même pas ça, mais au Liban si les mangas et les animés sont populaires, c'est grâce à la France bien évidemment, car ça nous a été introduit en français. ah oui. Très bien, très intéressant. Euh, Donc, merci la France, c'est voilà. c'est mieux que Et le même, McDonald's. franchement, ah bah franchement, au Liban, soit le McDonald's n'est pas si populaire, mais au moins le croissant à base de fromage et le croissant à base de thym, c'est bien populaire et on remercie bien la France pour ça. C'est pas un sacrilège, je préviens, c'est juste, voilà, c'est un croissant à la libanaise, comme les Roumains, ils ont leur propre shawarma. Très bien. J'ai une question de Caleb. Mmh. Euh, Est-ce que la question israélo-palestinienne est la plus polémique sur le territoire libanais? Est-ce que c'est celle qui pose le plus de friction ou est-ce que c'est une question qui est La relativement plus importante? subsidiaire? Oui, est-ce que c'est la plus importante vu que le pays est quand même relativement en crise? Alors, en fait, la crise israélo-palestinienne n'est pas la plus importante. Franchement, cette question, si elle aurait été posée entre 70 et 91, dans ce cas-là, oui, elle aurait été. Mais actuellement, ce qui menace le plus le Liban, c'est la crise des réfugiés syriens au Liban, qui sont en train de rentrer dans le pays illégalement. Il y a même, apparemment, il y avait même les Nations unies qui avaient, créé des sortes de papier résidentiel, au Liban pour donner aux Syriens sans l'accord du gouvernement libanais et c'est vraiment un problème que les réfugiés illégaux, rentrent au Liban et causent le problème car le problème avec enfin franchement moi j'ai pas de problème avec les Syriens franchement. Moi j'adore les Syriens, ils sont vraiment sympas, j'ai vraiment pas de problème avec eux. C'est juste que bon, ils sont une main-d'œuvre importante, mais en même temps, ils prennent pas mal de travaux qui auraient pu être, travaillés par des Libanais et un des plus grands problèmes dans la société libanaise, c'est les jeunes qui trouvent pas de travail.
Et franchement, le problème, c'est que même les chefs d'entreprise libanais situés au Liban auront la tendance de faire travailler des Syriens car ils sont moins chers. Mais ça, c'est pour les migrants légaux. Par contre, les illégaux, enfin, ceux qui rentrent le pays illégalement, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, ça, c'est vraiment un problème et tout. C'est une problématique. Mais bon. Mais on gère, voilà. On est en mode on gère, ça va. Je cède la dernière question à Maxandre avant de faire la clôture de l'émission. Eh bien, c'est très généreux. L'honneur est intense. Cela étant, c'est une question que je vais improviser sur le vif, puisque nos auditeurs ont posé toutes leurs questions, il semblerait. Et nous les remercions pour leur attention jusque-là. Mais est-ce que, et si oui, à quelles conditions, selon toi, est-ce que cet endroit du monde pourra redescendre à un niveau de tension plus soutenable? Genre, quand on dit endroit du monde, on parle du Liban ou on parle du Moyen-Orient? Le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, donc avec toute la zone qui est impactée, comme tu l'as décrit, par, mettons, les mouvements de population de Palestiniens qui sont partis un peu dans tous les sens et tout ça. Selon toi, est-ce que Alors, c'est possible? f alors franchement, la situation du Moyen-Orient, elle n'est pas tenseuse que à cause des Palestiniens et des Israéliens. Franchement, il faut prendre en considération aussi qu'il y a la question kurde dans l'histoire. Additionnellement, dans mon opinion aussi, je considérerais pour le Moyen-Orient l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui sont aussi en conflit. Il y a aussi la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et vice versa. Franchement, dans mon opinion, au moins je trouve, c'est que pour que le Moyen-Orient se calme et rabaisse de tension, c'est franchement à essayer d'apaiser tout le monde ou au moins de d'essayer d'égaliser un peu tout le monde et dans ce cas-là, j'imagine, je sais pas, par exemple, si on crée, un État kurde indépendant et tout ça, officiellement au moins, dans ce cas-là, ça serait, je sais pas, peut-être pratique. Si l'État kurde est créé, dans ce cas-là, ça serait bien si elle est créée en égalité avec la Turquie, comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que l'autre, donc il n'y a pas quelqu'un à imposer quelqu'un à l'autre, donc il n'y a pas de résistant. Mais franchement, moi je trouve que si tout le monde est égal, il y aurait peut-être une possibilité d'apaiser les choses. Mais au Moyen-Orient, il faut prendre une chose en considération, c'est que, bon, franchement, les gens peuvent dire que je suis conspirationnel. Les gens peuvent dire que je suis parano. Les gens peuvent dire que je cherche un bouc émissaire. Mais franchement, depuis, pas la nuit des temps, mais au moins depuis genre les années 50, tous nos problèmes viennent des Américains. Ça, c'est simple et efficace. Ils ont foutu le bordel et à cause d'eux, on est franchement dans la merde. Il y a la Libye, par exemple. Bon, c'est pas tellement le Moyen-Orient, mais ils sont plutôt rapprochés au Moyen-Orient culturellement. À l'époque de Kadhafi, ils étaient vraiment solides comme pays. La population était à peu près, bon, pas de liberté d'expression, mais bon, ils pouvaient bien vivre, ça va. Mais sinon, mais voilà, ils étaient bien et après les occidentaux, ils ont intervenu et la Libye, regardez comment elle est actuellement. Sinon, il y a encore, la question de l'Irak. À l'époque de Saddam Hussein, ils étaient assez puissants, assez genre costauds même, enfin pas de problème. Ils étaient, unifiés surtout car, actuellement l'Irak est en train de subir des problèmes, de non-unification. Mais à l'époque de Saddam Hussein, elle était puissante. Les Américains, ils ont intervenu et ils ont foutu le bordel. Ils ont aussi fait partie de la création du groupe terroriste d'ISIS, l'État islamique de, je crois, Syrie jusqu'à Irak. Mais bon, voilà.
et ça continue, ça continue. Franchement, pour répondre à la question, si la situation au Moyen-Orient devrait se calmer, ça serait de un, les Américains surtout et les Anglais devraient se calmer et un peu enlever leur contrôle du pays et surtout d'égaliser le pays et de mettre des gens puissants en tête des pays pour qu'ils calment la situation. Car franchement, bon, c'est sympa d'avoir la liberté d'expression, mais quand il y a le chaos, ça sert pas à grand chose, je trouve. Donc, si je devais vraiment résumer en une phrase, ce serait il faut, et c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire, il faut qu'il n'y ait plus aucune intervention de la part, ce sont des propos, des anglo-saxons, américains, anglais. Très bien, Oui, ben, oui, les c'est anglo-saxons, oui. pour faire simple. Très bien, eh bien, merci pour cette Franchement, question. si je dis surtout les anglo-saxons, Mhm. je pourrais juste ajouter un petit détail si c'est possible. Je t'en prie. Donc, juste pour finir sur, je voulais juste défendre mon aspect, pourquoi les anglo-saxons et non les francophones aussi? Car franchement ça c'est plutôt mon opinion personnelle, mais selon mon opinion personnelle, j'ai remarqué que, les anglo-saxons comparés aux francophones, ils n'ont pas le sens du dialogue, le sens de la conversation. Et je trouve que pour le long terme, ça serait 1000 fois plus pratique d'avoir, quelqu'un avec qui avoir un dialogue, avec qui avoir la conversation, avec qui comprendre et s'exprimer mieux. Les anglo-saxons, ils vont aux extrêmes directs, tant que les francophones, ils prennent un peu plus leur temps, ils sont un peu plus compréhensibles. Donc voilà. Très bien, tu nous as offert vraiment une perspective libanaise, une vue du Moyen-Orient qui sera enrichissante pour nos spectateurs qui sont Vous êtes abreuvés les bienvenus. malgré les anglicismes, malgré les médias, les réseaux sociaux quand même très bercés d'une perspective purement occidentale. Je souligne que bon, c'était notre première émission. Nous sommes très heureux de t'avoir reçu, que tu travailles aussi sur la revue Disruption qui Pas de doit problème. prochainement sortir. Que tu es un collaborateur assez important de cette revue qui est en partenariat avec la Zone Libre. Si tu veux en Pas de parler un petit problème. peu, tu peux en fait. Bah, franchement, je vais donner un petit spoil vite fait, mais ce que j'ai remarqué, c'est que franchement, l'Occident et l'Europe surtout, enfin, je me concentre surtout, on va dire l'Europe, donc à partir du Portugal jusqu'à la Russie, au moins occidentale et de la Norvège jusqu'en Grèce et aussi d'Italie. Bref, heu, j'ai remarqué, c'est que les philosophes, du Moyen-Orient ne sont pas populaires. Donc, j'ai décidé que mon premier article serait sur, un des plus fameux philosophes, heu, un des philosophes populaires, un des philosophes libanais les plus populaires du Moyen-Orient et surtout au Liban, Saïd A'el. Ça sera le sujet de mon article. J'en dis pas plus car sinon ça sera du spoil. Formidable, formidable. Et j'espère que les auditeurs seront impatients de lire ton article. Je vais clore cette émission. Ça sera avec plaisir. Dans la société des dysphories contemporaines, gardez votre esprit critique, soutenez la zone libre, abonnez-vous à ces réseaux et partagez. Dans les sociétés en crise, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat. Merci à tous, excellente soirée.